Alors, il faut différencier, je dirais, le monde de la crypto et de la Bitcoin, qui sont pour nous deux mondes complètement différents. Un peu comme si vous dites le private equity et le venture capital. Bonjour et bienvenue sur Basis Point. Aujourd'hui, je me pose avec Mark Sees, patron de Sees Capital, la boutique d'investissement alternative du groupe familial. À l'image de son père, ce banquier audacieux qui avait secoué les certitudes de la place genevoise il y a quelques décennies, Mark refuse de s'en tenir à ce qui se fait. Lui, il creuse, il explore, il questionne avec une seule boussole, la décorrélation. Résultat, un terrain de jeu à plusieurs dimensions. Des hedge funds crypto avec 6 crests, désormais aussi libellés en Bitcoin, une manière de faire travailler ces jetons plutôt que de simplement s'asseoir dessus. Du private equity, pensé pour capter des niches de croissance en Europe, en Asie, et même du litigation finance. Un marché encore méconnu du grand public, mais où les opportunités sont réelles. Vous allez voir, c'est top. Merci à vous tous de nous suivre, de venir découvrir tous ces invités fascinants que j'ai le plaisir de challenger un peu chaque semaine. Et si vous nous découvrez, welcome to the party. Bon, première question. Il faut que je capte le délire de ce cocktail d'apparence explosif qu'est ce fonds crypto. Franchement, Mark Sees. Hedge fund, crypto, on les met ensemble. C'est osé. C'est ce besoin d'innover, cette famille. C'est dans notre ADN. Donc, mon père a déjà innové depuis 40 ans, puis on essaie de continuer. Alors, c'est pas facile, mais on essaie de prendre des éléments qu'on connaît bien, où on a une expertise, comme les hedge funds. On a investi depuis 40 ans. Et puis, on les mixe avec une expertise qu'on a acquis dans les cryptos pour faire un produit innovant et puis unique dans son genre. Alors, commençons déjà par le début. Vous pouvez nous raconter l'origine de Sees Capital et comment on en est arrivé où on en est aujourd'hui? Donc, quand on a créé Sees Capital, il y a maintenant presque 7 ans, l'idée, c'était de vraiment focuser sur les alternatifs. Donc, des alternatifs ne sont pas tous égaux. Et notre ADN d'innover, on a décidé de focaliser sur des rendements qui sont non corrélés. Et donc, les alternatives s'y prêtent bien. Le problème, c'est que beaucoup d'alternatives, on va dire traditionnelles, comme beaucoup de hedge funds ou même de private equity, sont de plus en plus corrélés avec les actifs traditionnels, que ce soit les actions, les obligations. Et on a mis vraiment l'accent de s'orienter vers des alternatives non corrélées. Et on a commencé avec le private equity, notamment dans les petites et moyennes entreprises. Et ensuite, on s'est diversifié dans ce qui est le financement des contentieux, ce qu'on appelle aussi litigation finance. On est maintenant le plus gros acteur en Suisse. D'accord, donc justement, vous avez quelques actualités cette année au niveau de vos offres et de vos produits. Le fonds de litigation finance, justement, là, vous êtes à une masse de 100 millions à peu près, c'est correct? C'est juste. Qu'est-ce que les gens viennent chercher quand ils souscrivent à ce fonds? Concrètement, est-ce que c'est quelque chose de pas très tangible, de difficile à comprendre? Pourquoi est-ce qu'on décide de rentrer dans un fonds de litigation finance? Alors, c'est une très bonne question. La première, c'est, comme je l'ai dit, très difficile de trouver des vrais rendements non corrélés. Et souvent, on vous promet de vous donner des rendements non corrélés, mais ce n'est pas le cas. Et on le voit souvent en moment de crise, tous les actifs se corrèlent. Donc, depuis plusieurs années, nous cherchons, on fait de la recherche sur différentes classes d'actifs. Et une des classes d'actifs qu'on a découvert depuis maintenant plus de 15 ans en tant que famille était le financement des contentieux. Et pourquoi on aime le financement des contentieux? Je dirais pour deux raisons. La première, c'est que les rendements sont vraiment non corrélés parce qu'il ne s'agit absolument rien à voir avec l'économie traditionnelle. Alors justement, est-ce qu'on peut prendre 2 secondes pour que vous nous expliquiez comment ça fonctionne, ce financement des contentieux? Qu'est-ce que vous faites? De quoi est-ce que les cabinets d'avocats ont besoin? Comment ça marche? Alors, bonne question. Donc, le contentieux, il existe partout. Donc, c'est un marché aujourd'hui d'environ 1 trilliard de dollars qui continue à croître environ 10% par année. Donc, s'il y a les contentieux traditionnels, Apple qui va dire je mets un procès à Samsung parce qu'ils m'ont volé une patente pour mon nouveau téléphone, ou par exemple quelqu'un qui s'est fait léser en achetant une nouvelle VW en pensant que c'était une voiture, on va dire, qui polluait pas, exactement, et finalement qui se rend compte qu'ils ont été lésés et la voiture a perdu de sa valeur. Et c'est là où nous, on intervient. Pourquoi? Parce que la plupart de ces personnes, et souvent les petites entreprises ou les gens qui ont été lésés, ne peuvent pas se défendre. Ils n'ont pas les moyens. Donc, ils peuvent aller voir un cabinet d'avocats, mais le cabinet d'avocats va leur dire « Vous avez un super cas, mais qui va payer mes frais d'honoraires ?» Et c'est là où on rentre en jeu. Donc, on sélectionne des cas où on peut vraiment aider les personnes qui ont été lésées pour se défendre et d'obtenir justice. Et la manière dont ça marche, c'est nous payons tous les factures ou les honoraires d'avocats. Et une fois qu'il y a une résolution, on se partage les bénéfices. Le gros avantage pour le lésé,
c'est qu'il n'a absolument aucun frais à sa charge, même si on perd. Ça reste quand même un gros pari, donc comment on fait pour décider si oui ou non on va financer un cas? Alors, très bonne question. Un peu comme quand vous décidez de faire un investissement. Vous faites un investissement dans une société ou dans un fonds ou n'importe quel actif, vous faites ce qu'on appelle une analyse, une due diligence. Et c'est la même chose dans ce cas de figure. Vous devez avoir une équipe qui vient du monde du contentieux, qui sont souvent des ex-avocats, qui ont fait du recouvrement, qui peuvent sélectionner les différents cas et après trouver le bon cas où vous avez un maximum de chances de gagner. J'ai une question. Imaginons que justement, alors prenons Apple, il y a un immense cas contre Apple qui risque d'être gagné, qu'on peut financer, mais en même temps, on est investi dans Apple. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est une très bonne question. Alors, tout dépend qui est ça qui est pose le un lésé. problème de... Vous pouvez avoir un conflit d'intérêts. Donc, c'est sûr que si vous êtes investi dans Apple et en même temps, vous voulez litiger contre Apple, ça, c'est un conflit d'intérêts que vous devez voir par vous-même. Alors, nous, ce que nous ne faisons pas, c'est on ne prend pas des cas où on aurait nous-mêmes un conflit d'intérêts. Notre première, je dirais, ordre, c'est de trouver surtout des cas où on peut défendre des gens qui ont été lésés et on fait du bien pour la communauté. Donc, on recherche souvent des cas qui ont un certain angle ESG et aussi où les rendements risques sont intéressants. Donc, on ne financera jamais un cas où on ne peut pas au minimum faire 3 fois notre mise dans une certaine durée, généralement entre 3 et 5 ans. Aujourd'hui, Six Capital, basé en Suisse alémanique, vous êtes combien? Vous êtes où? Vous êtes en train de grandir? On en est où? Alors aujourd'hui, nous sommes une trentaine et on a 3 bureaux. Donc un bureau à Pfäffikon, alors beaucoup de gens me disent où est Pfäffikon en Suisse. Donc c'est en Suisse alémanique, mais c'est un petit peu comme la Silicon Valley pour le monde alternatif, en tout cas en Suisse. Et on a un bureau à Genève et ensuite on a un bureau maintenant à Singapour en Asie. On vient d'ouvrir une nouvelle succursale. Pourquoi Singapour? Très bonne question là aussi. L'Asie est très friande de produits alternatifs. Parce que vous avez un passé asiatique également. Tout à fait, j'ai passé 7 ans à Hong Kong, aussi pour justement investir dans des différents actifs alternatifs, que ce soit dans le venture capital, l'actif de croissance et aussi du leverage buyout, ce qu'on appelle du private equity classique. C'est ce qui vous a donné envie de retourner en Asie justement? C'était affectif ou vous avez vraiment identifié des opportunités claires à saisir maintenant? Un peu des deux. La première, c'est 2/3 du monde habite en Asie. Donc vous avez énormément d'opportunités, comme vous pouvez l'imaginer. C'est la seule région au monde où vous avez de la vraie croissance. Et le deuxième, c'est qu'il y a un vrai appétit pour les investisseurs asiatiques de se diversifier, d'investir ailleurs et dans des alternatifs justement non corrélées. Et la réalité, c'est qu'en Asie, les possibilités d'investissement ne sont pas si grandes que ça et le marché n'est pas aussi mature que l'Europe ou les États-Unis par exemple. Donc vous allez en Asie, proposer aux investisseurs asiatiques des opportunités d'investissement alternatifs ailleurs dans le monde. Exactement, entre autres, mais aussi pour chercher des opportunités qui seraient intéressantes pour nous à investir. On a notamment une société dans laquelle on a investi qui se porte très très bien, qui est basée à Singapour. Ah, c'est du private equity là? Exactement. D'accord, donc là vous continuez à chercher des opportunités du même genre. Tout à fait. Si on en vient maintenant à la crypto, c'est quelque chose dans lequel vous êtes lancé il y a maintenant 2 ans à peu près. En février, vous avez lancé le BTC Alpha Fund. Tout à fait. Qui a bien été souscrit, que vous avez fermé et que vous rouvrez maintenant de nouveau. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous le rouvrez? Oui, très bonne question. Donc peut-être la première, pourquoi est-ce qu'on a même lancé ce fonds? Alors on a commencé en leverageant notre expertise de hedge fund depuis 40 ans. On a une vraie expertise d'identifier des fonds, sélectionner, gérer des portefeuilles de manière non corrélée. Et on a appliqué ça au monde de la crypto. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'alpha ou de performance qu'on peut extraire de ces marchés qui sont assez inefficients. Et donc on a démarré un premier fonds dénominé en dollars en approchant une stratégie qu'on appelle market neutre, en tout cas justement d'essayer d'effectuer des rendements non corrélés dans le monde de la crypto. Donc vous n'allez pas parier à la hausse ou à la baisse? Non, ce n'est pas du tout notre ADN. Donc notre ADN, c'est vraiment de créer ou générer de la valeur de manière, on va dire, complètement non corrélée par rapport au marché. C'est égal si maintenant le Bitcoin va à 1 million ou va à 0. Pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir justement trouver des stratégies d'arbitrage
dans ce milieu. Et donc, on a lancé une première stratégie dénominée en dollars. Et maintenant, en mars, comme vous l'avez énoncé, on a lancé le premier produit dénominé en Bitcoin. Et pourquoi? Parce qu'on a pas mal de personnes qui détiennent du Bitcoin, qui est aujourd'hui considéré un peu comme l'or digital. Mais comme l'or, vous ne pouvez pas avoir de rendement sur le Bitcoin. Et donc, c'est une première stratégie où vous pouvez vraiment vous donner du rendement en Bitcoin, c'est-à-dire que vos rendements à la fin de l'année seront dénominés en Bitcoin et pas dans une autre monnaie. Est-ce que vous voyez une différence entre la demande pour le produit dénominé en dollars et le même produit dénominé en Bitcoin? Oui, et c'est surtout des investisseurs très différents. C'est-à-dire les investisseurs qui investissent dans le Bitcoin ou dans notre produit dénominé en Bitcoin sont des gens qui détiennent du Bitcoin et qui comprennent la stratégie qu'on a mise en place et surtout veulent des rendements en Bitcoin. Je dis toujours, si vous avez des Bitcoins et vous faites des bébés Bitcoin, c'est la stratégie que vous voulez avoir. Alors que les fonds en dollars qu'on a, c'est plutôt pour des investisseurs, je dirais, institutionnels ou pas forcément initiés et qui aimeraient mettre un pied dans la crypto, mais sans nécessairement tous les risques qui sont liés à la crypto. Donc profiter un petit peu de ce nouvel environnement tout en restant safe en dollars. Tout à fait. Vous avez parlé d'inefficience. Alors c'est un terme qui d'apparence semble assez simple, mais ça reste assez abstrait. Quand on dit je parie ni à la hausse ni à la baisse, mais je vais chercher des inefficiences, ça veut dire quoi concrètement? Alors les inefficiences de marché, c'est des marchés qui ne sont pas forcément très liquides. Donc un exemple classique, c'est aujourd'hui le marché de l'immobilier n'est pas aussi liquide que les actions cotées ou même les obligations cotées, qui sont des marchés qui sont beaucoup plus profonds, efficients, où c'est très difficile de faire ce qu'on appelle de l'arbitrage. L'arbitrage disant j'achète un certain point et je le revends un point T, et en fait au même moment, et je prends le spread. Donc c'est de plus en plus difficile à le faire. Certaines stratégies de hedge fund le font de manière très efficace, mais il y a beaucoup d'ingénierie qui est faite derrière et il y a une question de rapidité. Aujourd'hui, dans des marchés qu'on appelle non efficients, ou souvent des nouveaux marchés, vous avez la possibilité de faire des arbitrages de manière plus simple. Et c'est ce qu'on voit notamment dans le marché des cryptos. Donc, vous pouvez typiquement acheter du Bitcoin sur un marché en Corée et le vendre au même moment sur un marché aux États-Unis et grâce au spread que vous avez, faire un profit immédiat. Ce qui n'est plus vraiment possible sur des marchés qu'on appelle plus efficients, comme le marché des actions en Suisse. C'est difficile d'acheter une action qui est cotée en Suisse à un certain prix et de la revendre en Suède ou aux États-Unis où elle serait cotée également, parce que le marché est parfaitement efficient. Et donc le gros de la stratégie, c'est d'aller faire ces transactions rapides et prendre un spread? En partie, mais on a aussi pas mal d'autres stratégies. Des stratégies qu'on appelle de basis trading. En fait, vous arbitrez, par exemple, le prix pointé avec un prix futur. On fait aussi ce qu'on appelle du market making, où en gros, on donne de la liquidité au marché, ce qu'on appelle les exchanges, où les cryptos sont traités. Et donc, toutes ces stratégies sont des stratégies qui ne profitent pas de la hausse ou de la baisse d'une crypto-monnaie ou d'une autre, mais qui vraiment essaient d'extraire de l'alpha sans prendre de risques pour la stratégie que nous sélectionnons. Donc en fait, c'est un produit qui reste assez préservé de la volatilité des crypto-monnaies. Tout à fait. Notre idée, c'est de vous donner un rendement sans nécessairement prendre un risque ou une volatilité qui n'est pas nécessaire. Et donc nous, on vise des rendements qui sont déjà plus importants que dans les actifs traditionnels, comme les actions ou les obligations, mais avec une volatilité très moindre. Une question qui peut fâcher, le groupe Seez, c'est un groupe qui est connu pour son succès historique dans la finance traditionnelle. Là, on débarque dans un nouveau monde digitalisé, la crypto. C'est pas le même monde, c'est pas la même culture et on en fait des produits financiers. On n'est pas en train de demander à un berger de vendre des légumes. C'est une très bonne question et je dirais la réponse courte, c'est non, parce que c'est des compétences différentes et donc des personnes différentes. Donc on ne va pas demander à des personnes qui sont des bergers à faire autre chose. Et ici, ce n'est pas des gens qui ont fait de la finance traditionnelle de leur demander à faire autre chose. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris certains éléments de la finance traditionnelle qui le font très bien, comme par exemple la gestion de portefeuille, que par exemple des gens qui sont dans la crypto ne savent absolument pas faire parce qu'ils n'ont pas été éduqués là-dedans. Et on a pris des gens qui viennent de la crypto, qui comprennent ces milieux et on les a fusionnés. Et ça fait une équipe qui gagne avec un produit qui est vraiment unique. Voilà, donc en fait, il faut réfléchir aux équipes en amont, quoi. On ne peut pas juste dire, bon les gars, on arrête de faire de la finance traditionnelle,
au sens dans la crypto. Non, tout à fait. Et c'est une question de compétences, une question de personnes. Donc aujourd'hui, on a la grande chance d'avoir un fantastique réseau de personnes qui viennent des deux mondes et donc de prendre les meilleures personnes pour faire une équipe dédiée pour ce produit. En parlant de réseau, vous rentrez d'ailleurs récemment de Las Vegas où vous étiez à la conférence Bitcoin. On y va pour grandir le réseau? On y va pour apprendre des choses? Comment est l'ambiance? Qu'est-ce qui s'y passe? Racontez-nous. Tout à fait, c'est une conférence à laquelle mon partenaire et moi, on va depuis plusieurs années et on l'a vu grandir et aussi s'institutionnaliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 30 000 personnes qui vont par année. Au début, c'était beaucoup de gens, on peut dire, un peu bizarres. Aujourd'hui, c'est très différent. On voit que ça s'est institutionnalisé. Vous avez beaucoup de monde, des gens de la finance. Vous avez beaucoup de monde de la Silicon Valley, d'entrepreneurs qui y vont. Et on a eu maintenant avec le nouveau gouvernement Trump, le vice-président J.D. Vance qui a attendu la conférence. L'année d'avant à Nashville, c'était Trump qui allait lui-même. Et donc on voit qu'il y a un vrai changement de politique aux États-Unis pour adopter la crypto. Et est-ce qu'on voit toujours ce stéréotype des crypto bros, justement, qui sont issus de ce milieu-là, très macho, très cow-boy, ou est-ce que c'est vraiment en train de rentrer dans les rangs? Et si ça rentre dans les rangs, est-ce qu'on n'est pas en train de s'éloigner de l'ADN originel du monde de la crypto? Alors il faut différencier, je dirais, le monde de la crypto et de la Bitcoin, qui sont pour nous deux mondes complètement différents. Un peu comme si vous dites le private equity et le venture capital. Donc c'est deux mondes qui n'ont, je dirais, presque rien à voir, à part que les deux ont de la technologie en bloc ou la blockchain à leur issue. Mais les gens qui viennent du monde de la crypto, c'est un peu comme si vous pariez sur le venture capital. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si Ethereum ou Solana ou peu importe vont survivre, alors que la technologie Bitcoin est la seule qui est vraiment décentralisée et c'est aussi la seule dans laquelle, au sein de Six Capital, on croit. Hyper intéressant. Et donc, alors, retour de Las Vegas, toujours aussi optimiste, toujours aussi convaincu de la longévité du Bitcoin? Je dirais plus que jamais, parce qu'on voit vraiment maintenant une adoption, je dirais, institutionnelle aussi du monde traditionnel de la finance, qui commence à comprendre, je dirais, les avantages du Bitcoin. Et c'est pour ça que vous voyez moins en moins de, comme vous dites, crypto bros qui participent. Alors vous avez toujours des conférences où il y a beaucoup de personnes issues du monde de la crypto. Et je dirais que c'est plus des gens qui font partie du cercle du capital venture ou du venture capital. Donc c'est une mentalité peut-être de get rich fast plus que... Oui, et aussi, c'est une technologie et c'est normal. Il y a eu à un moment donné, vous avez eu la dot-com bubble que vous avez eu dans les années 2000, où n'importe quelle compagnie qui avait dot-com faisait fureur. Et un temps, ça a été la même chose avec la crypto. Mais je pense que c'est quelque chose qui ne va pas forcément durer. Est-ce que certaines technologies vont perdurer parce qu'effectivement, elles offrent une solution? Peut-être. Mais de notre avis, de notre humble avis, ce seront certainement des technologies qui sont construites sur le Bitcoin qui vont survivre, car c'est une technologie beaucoup plus sûre et la seule qui est véritablement décentralisée. Vous parlez de temps en temps de MEGA, Make Europe Great Again. Ça veut dire quoi pour vous? Est-ce que vous êtes pour un affranchissement de l'Europe, des États-Unis? Est-ce qu'il faut prioriser les investissements en Europe? Ça veut dire quoi pour vous, Make Europe Great Again? Je pense que l'Europe offre une opportunité assez unique. Dans le sens, c'est le marché le plus éduqué au monde, avec 450 millions de consommateurs. Il n'y a aucun autre marché aussi éduqué, avec autant de consommateurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, malgré la politique qu'on peut aimer ou ne pas aimer en Europe, vous avez une agglomération de compagnies qui sont absolument incroyables, avec plus de 25 millions de SME, ou de PME, pour dire concrètement, avec beaucoup moins de capital qui se focalise dessus. C'est-à-dire que la compétition que vous voyez par exemple aux États-Unis entre du private equity, du venture qui court après les mêmes sociétés est très différente par rapport à l'Europe. Et ça se traduit par des discounts ou des valorisations de compagnies bien moins importantes et donc justement les opportunités d'investissement pour nous en tant qu'investisseurs vraiment très attractives. Et c'est pour ça qu'on pense que l'Europe offre une opportunité absolument unique, d'où le Make Europe Great Again.
Donc pas un statement politique, mais plutôt une opinion stratégique sur où est-ce qu'il y a encore des opportunités à aller chercher. Tout à fait. Donc, et je pense que des perles ignorées en fait. Absolument. Nous avons beaucoup ce qu'on appelle nous des hidden champions, des champions non identifiés en Europe, qui ne sont pas vraiment valorisés parce que nous ne sommes pas aux États-Unis, parce que nous n'avons pas une langue commune en Europe. Ça rend, on va dire, l'Union européenne plus complexe, mais c'est dans la complexité qu'on trouve souvent des opportunités. Et je pense que si nous avons de plus en plus d'investisseurs qui commencent à se focaliser sur l'Europe, on peut vraiment revoir un essor, et on le voit dans certaines industries. Et c'est ce qui amènera certainement aussi, à un moment donné, je pense, à un changement politique, quand on verra l'opportunité que représente l'Europe. Quand on pensera à 6 Capital dans 15 ans, dans 20 ans, on s'en rappellera pour avoir été pionnier dans les investissements crypto, pour le litigation finance, pour le private equity, pour son dirigeant. C'est quoi le legacy qui va rester? J'espère pas pour moi, sinon je n'aurais pas fait mon travail. Je pense toujours qu'aucune société devrait avoir un key man risk. Et donc, on s'assure toujours que nous avons des personnes pour gérer toutes nos entités. Mais pour répondre à votre question, j'espère pour les trois. Notre ADN et notre raison d'être, c'est de découvrir de plus en plus d'actifs qui sont non corrélés. Et donc des stratégies d'investissement qui offrent quelque chose d'unique aux investisseurs. Aujourd'hui, ce sont un peu les trois que nous avons découverts. On en découvrira peut-être une quatrième. Mais nous essayons de construire les meilleures équipes dans ces trois domaines, que ce soit dans les crypto hedge funds, que ce soit dans les financements de contentieux ou dans les PME européennes où on a vraiment un réseau assez unique. Et à la fin, c'est la performance qui parle. Donc je dis toujours track record is king and the rest is what it is. Mark Sees, merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Voilà, merci d'avoir été avec nous. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, laissez-nous un petit commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Enfin, si vous avez des choses à nous raconter, contactez-nous, venez et parlons-nous franchement.